Apéro spécial, 10 choses à observer. 10 choses à surveiller Ouais. à l'Est. Oui. Voilà, en lendemain de All-Star Game, pardon. Oh là. Excuse-moi, j'ai fait un comment on dit, un lapsus. Un lapsus très révélateur. Si vous avez survécu à l'énorme merde audiovisuelle qui était disponible. Si vous avez toujours des yeux, malgré les LED vertes qu'il y avait sur les parquets pendant les concours, bientôt vous me foutez des trucs qui clignotent, tu sais, ça va être ça le nouveau challenge. Alors on te met un laser dans les yeux et tu dois shooter. Combien de RT ça a fait? Dis-moi, Adam. Bien évidemment, on ne parlera pas du All-Star Game. Le concept aurait été trop simple. Léonce qui nous filme en train de vomir dans une bassine. Si vous avez survécu à tout ça, c'était formidable. On en refera d'autres petites émissions. Non, là, surtout, ce qui est important, c'est que, comme vous le savez, Les vraies choses. On a les vraies choses qui arrivent. Nous avons fait un joli petit paquet, 2 tiers de la saison, quasiment comme Alex va pouvoir nous le préciser. Ouais, c'est ça, il reste un tiers de match environ par équipe. Et donc, dans chaque conférence, des choses vont nous intéresser. Tout nous intéresse, mais il y en a, on va avoir le viseur pointé dessus. Et vous aussi. On le sait, que vous ayez un joueur ou une équipe préférée, il y a des choses que vous êtes prêts à aborder avec beaucoup de précision. Regardez, par exemple, l'année dernière, le Miami Heat. Il y a un an, ah bah désolé, tu les annonces finalistes NBA? Pas sûr. Non, même les Lakers, en sortie de deadline, je pense pas qu'il y ait grand monde qui dit oh, ça va en finale de conf. Exactement. Est-ce que Mike Budenholzer est chez France Travail ou Pôle Emploi comme on dit anciennement? Je ne sais pas. Il y a plein de choses comme ça. Et donc on va surveiller les courses. Est-ce que vous allez faire des courses en play-off ou est-ce que vous allez faire des courses pour la draft? Toujours des moments très importants, c'est 6-7 dernières semaines. Ouais, c'est ça. Il y a des joueurs à suivre qui ont des choses à prouver, des joueurs qui doivent s'intégrer, des équipes qui doivent entretenir ou trouver une dynamique, des équipes qui ont peut-être commencé une dynamique, mais on se demande s'ils vont pouvoir la tenir là. Et justement, monter en puissance, il y a pas mal de choses à suivre. Toujours hyper intéressant, donc évidemment, on va faire le même jeu avec Alex à chaque fois, on se fait un petit ping-pong, j'imagine que tu as des notes. Oui. Bien évidemment, j'en ai aussi. Si vous en avez, on est très intéressé parce qu'il y a des éléments que vous allez pouvoir nous partager et on va se retrouver les soirs sur les réseaux pour débriefer évidemment ces matchs. On ne va pas perdre de temps. Parce qu'on a beaucoup de choses à devoir discuter. Fin de saison, dernier virage de la saison NBA 2023-24. Alex, qu'est-ce qu'il y a en haut de ta liste en termes d'intérêt principal? Indiana. Alors, pas parce qu'ils ont accueilli le All-Star Game, je te le dis. Parce que les Pacers doivent opérer un redémarrage, là. C'est-à-dire que les Pacers ont super bien démarré la saison régulière. Et ils ont eu un petit trou d'air, là, en janvier, blessure d'Haliburton oblige, plus compliqué de jouer. Mais ils ont réussi à recruter Pascal Siakam. Et donc là, les Pacers font vraiment partie des équipes que je vais suivre, que je vais surveiller, parce que je suis très intéressé de voir. Là, ils ont 26-27 matchs pour faire du Haliburton Siakam et travailler l'équipe autour. Car là, il a tous ses hommes ou presque. Est-ce qu'on va continuer à attaquer, et puis on verra bien ce qui se passe en défense? Est-ce que l'apport d'un Siakam, qui est quand même un joueur qui sait défendre et sur plusieurs postes, va leur permettre de commencer à proposer un jeu un peu plus équilibré entre l'attaque et la défense, un jeu plus playoffable, plus demi-terrain et tout ça, non pas qu'ils soient mauvais sur demi-terrain les Pacers, mais il y a quand même un peu de taf là-dessus. Donc ouais, le redémarrage des Pacers, Haliburton de retour, on ajoute Siakam, on est encore top 6 malgré le petit trou d'air de janvier. Équipe sérieuse, les Pacers. Tu vises quoi? Avoir l'avantage du terrain au premier Est-ce tour? que c'est une équipe sérieuse qui vise l'avantage du terrain? Est-ce que c'est une équipe qui va se faire grappiller par le Magic ou le Heat qui sont juste derrière là et puis qui aimeraient bien éviter le play-in? Tu vois, c'est un peu ça qui va m'intéresser. Dans quelle disposition les Pacers peuvent arriver en play-off? Surtout que vous pouvez potentiellement vous retrouver évidemment dans un premier tour qui va être mythique, soit je dis n'importe quoi face aux Bucks. À moi la balle, rends le ballon. Entre Tyrese Haliburton et Giannis avec toutes les histoires qu'on a pu voir. On a aussi potentiellement les Pacers face aux Knicks, si tu es sur une bataille 4-5 potentiellement, à voir si Milwaukee continue à jouer comme ça. C'est vrai que Indiana peut à la fois essayer de grappiller des places ou aussi être ce pire adversaire du premier tour que tu peux te farcir et où tu vas te dire si on en laisse un seul à domicile, ils sont capables de nous martyriser chez eux, quoi. Tout à fait. Et ça va pas mal se jouer là dans ce dernier tiers. Ils ont besoin de mettre des choses en route. Ils ont un nouveau joueur. C'est pas un role player. C'est un mec que tu dois nourrir et tout. Un mec comme Siakam doit tourner à plus de 20 points par match, doit avoir des ballons. Ouais. Tu dois te servir aussi de sa capacité à créer, qu'il a quand même extrêmement bien développé ces dernières années à Toronto. Il y a tout un travail. Donc le redémarrage des Pacers, parmi les choses à surveiller pour moi. Je suis d'accord, évidemment. N'oubliez pas que monsieur Pascal Siakam sera en renégociation contractuelle cet été. Clin d'œil. Ah bah...
Non, normalement, on le sait, il a dit que s'il y avait eu le trade, c'était aussi pour se voir long terme à Indiana, mais il faut bien finir. Hashtag bien finir. Exactement. Euh... T'as quelque chose? Oui, salut mes potos de Boston. Ça va? Tout va bien? Yes, nickel. Meilleur bilan de la NBA. Au moment où on parle, Ils ont on a eu leur fait un apéro apéro il y a pas complet. longtemps, tout à fait. Exactement, pas trop de curse pour le moment, même si on va attendre de voir si ça tombe. Petit détail, si vous avez suivi les actualités, notamment sur les réseaux sociaux, j'en parlais il y a quelques semaines. Strength of schedule. Quoi? La difficulté du calendrier. Boston, sur le papier, a le calendrier le plus facile de cette fin de saison. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plusieurs choses. Est-ce que Boston va garder les deux pieds sur la pédale d'accélération et nous avoir une fin de saison magnifique avec l'avantage du terrain sur l'intégralité des playoffs et la santé? Parce que s'il y a bien un truc qu'on a demandé au lendemain du trade de Kristaps Porzingis et celui de Jrue Holiday, c'est les gars, le 15 avril, tout le monde est à 100. Tout le monde est à 100%. Vous ne nous faites pas là l'intégration de Porzingis de zinzin pour que le mec soit en survêtement le 12 avril. Ah, ça, c'est sûr qu'il y avait un peu de gestion. Un petit peu de gestion, donc ça veut dire plusieurs choses. Le meilleur bilan, on le garde. Et pas que celui de l'Est, celui de la NBA. Deuxièmement, la dynamique. On se rappelle la dynamique de fin de saison de Boston l'année dernière ou pas? C'était plutôt propre, il me semble, non? C'était moyen, tu sais, après ils se sont retrouvés contre Atlanta et ils étaient comme des caviars. Tu parles du début de playoff. De début de playoff, tout à fait. Ah, pardon, la fin de saison régulière. C'était plutôt correct. Ça allait, mais en gros, comment est-ce qu'ils se sont ramenés contre Atlanta? Ah non, comment ça, ils se sont ramenés contre Philadelphie? Ça, Philadelphie? c'était premier tour de playoff, on s'y attendait pas. Moi, perso, j'ai été surpris. Ben, en tout cas, tout à fait. Après, tu peux revoir un peu la saison et te dire, Ouais, c'était pas aussi sérieux que ça. Ok. Et donc, il va falloir bien intégrer M. Tillman, bien intégrer le reste du groupe pour trouver cette dynamique-là. Et donc, moi, je reste persuadé que si Boston est à 100%, c'est, comme on a dit dans l'apéro, l'équipe favorite, ou en tout cas, chez moi, la favorite pour aller remporter le titre. C'est cette année. Et ça passe par notamment avoir un bon karma sur la fin de saison. Donc, tu as fait le travail en première partie de saison. Tu as l'infirmerie qui est vide. Tu as tout le monde qui est intéressant et concentré pour essayer d'avoir cet objectif commun d'aller chercher cette bannière. Tu as Jaylen Brown qui nous a régalé au concours de dunk. Et donc, je sais pas ce que tu en penses de Boston, mais moi je pense que Brad Stevens a mis tous les jetons là sur la table pour dire all-in, c'est cette saison qu'on va aller chercher la bannière. Faut finir avec une grosse régulière. Faut garder la dynamique, garder la première place comme tu l'as très bien dit. Non, c'est sûr que Boston il y a des choses à perdre en fait, plus qu'à gagner réellement, et c'est ça qui est dangereux sur ce dernier tiers de saison, j'avoue. Nous sommes tout à fait d'accord. Enchaînons, on a plein de choses à dire, Alex, qu'est-ce que tu as? Moi je vais surveiller les Bucks de Doc Rivers. Les Bucks de Doc Rivers, pour l'instant, ont joué 10 matchs, donc je veux dire, Doc Rivers a coaché 10 matchs des Bucks. 3 victoires, 7 défaites. Donc c'est 30% de réussite. J'ai regardé, là je me suis sorti un peu Doc Rivers. Sachez quand même qu'il a fait moins bien déjà Doc Rivers. La saison 2006-2007 avec les Celtics, c'était à moins de 30% de win. Non mais ça va pas. Ça démarre pas fort. Alors il y a des circonstances atténuantes, il y a des trucs à travailler dans le groupe, il y a des trucs d'attitude. On a vu aussi Lillard qui est sorti en mode je suis pas bien dans ma peau, je suis en train de divorcer et tout. C'est réel. Et je dis pas que c'est pas réel, hein, je dis qu'attention, et puis c'est pas de la faute de Doc Rivers. Mais donc, le week-end lui a fait du bien. Les Bucks, là attention, MVP du All-Star Game, on parle pas de n'importe qui. Et concours à 3 points. On parle pas de n'importe qui. Doc Rivers a du taf avec son staff. Giannis, Lillard, Brook Lopez, Chris Middleton, tous ces joueurs d'expérience là ont du boulot aussi. Pour l'instant, c'est pas probant. Pour l'instant, on a du mal à se projeter dans ces Bucks et aller. Je dis pas qu'ils sont pas dangereux, hein, ça reste une équipe avec plein de joueurs forts et tout, mais on a du mal, tu vois, à les mettre au niveau d'équipes comme Boston, justement, pour ne parler que de l'Est, mais à l'Ouest, laisse tomber, il y a pas mal d'équipes aussi qui peuvent les regarder et dire, bon, bah ça va, en fait, ils n'ont pas de défense, et puis ils sont pas réguliers, il y a des matchs qui passent au travers, et tout, donc il y a grave moyen de les fumer, tu vois. Donc, les Bucks de Doc Rivers, ils jouent gros. Ils ont besoin de faire une série de victoires. Ils ont besoin de montrer à la planète NBA, ouais, on n'a pas été sérieux pendant 2 tiers des matchs, mais ça y est, là, on commence à se focus, et en gros, ils ont besoin que toi, moi, Eric Spoelstra, Joe Mazzulla, Nick Nurse, quand on regarde des matchs des Bucks, on se dit, ah merde, attends, c'est quoi ce bordel là? Ça fait 4 matchs de suite, ils n'ont pas pris 100 points, mais qu'est-ce qu'il a, Brook Lopez? Pourquoi il se met à défendre tout d'un coup? Et elle dit non, mais il a modifié un peu les rotations. Ils se battent maintenant. Green, c'est pas mal. Ouais, tu vois, ils se battent maintenant, tu vois, ce genre de truc. Parce que Giannis, on sait, Giannis va continuer à foutre 30 points, 12 rebonds, 5 passes. Je suis pas trop inquiet de ça. Voilà. Donc,
il y a plein de petites choses. Ça doit trouver de l'osmose de groupe. Chris Middleton doit se mettre en route. Brook Lopez doit se mettre en route. Middleton se santé, moi c'est peut-être un des Middleton santé, Middleton rentre des tirs, Middleton, il y a beaucoup de Middleton. Quand il était revenu, il y avait eu quelques séquences. C'est vrai qu'il avait retrouvé un peu de tir, je suis d'accord. Lillard doit montrer qu'il est capable de surmonter les problèmes perso qu'il a, malheureusement, mais là il les emmène un peu avec lui sur le terrain, et on sait que c'est très difficile quand t'as des problèmes perso de pas les emmener au boulot, mais malheureusement ils vont avoir besoin d'un Lillard mieux dans sa peau et tout. On peut espérer que le week-end All-Star Break, le All-Star Weekend lui ait fait du bien, oui. Mais on va voir, hein, tu vois. Donc là il y a un tiers de saison, les Bucks sont quand même partis pour aller en play-off, ils ne peuvent pas arriver en play-off avec la mentalité, l'attitude actuelle. Si c'est le cas, franchement, il y a plein d'équipes qui peuvent les fumer. Ouais. Trop d'équipes. Voilà. Donc je vais surveiller ça de près. Et difficile de ne pas se frotter les mains, en tout cas, chère communauté NBA en France, lorsque les playoffs arrivent et que Doc Rivers est en place à la tête d'un groupe. Hein. Donc, il faudra voir aussi les choix qui sont faits. Bien aimé, là, moi, par exemple, comment AJ Green a pu être utilisé. On va voir comment ça se passe avec Pat Beverley. On va voir certaines minutes avec Jay Crowder ou avec les Bobby Portis et compagnie. Donc, il y a un travail là. Quand t'étais début décembre, tu pouvais dire t'as du temps. Là, tu commences à en avoir moins. Quand t'es fin février, c'est là. En plus, là, Cleveland est passé devant toi au classement, et genre, de manière correcte, je vais regarder le classement, il y a 2 matchs et demi d'écart. New York est pas très loin de ton slip, Philadelphie est encore en vie. Si tu te refais upset... Attention. Si tu te refais upset, attention parce qu'il y a des équipes un petit peu dans ce range-là de Milwaukee, ou sur une série de playoffs, peut-être que quand on va faire la preview, on va se dire Bucks Knicks, Bucks Pacers, notamment pour ne citer que, Bucks Heat, s'ils trouvent leur dynamique. Mais tu vois, je me demande comment Miami se sent là en imaginant un premier tour contre Milwaukee. Bah, ils savent qu'ils peuvent les faire douter, ils savent que leur défense est pour l'instant très perméable, et donc ils savent qu'ils ont des grosses chances. Et tout le problème de Milwaukee est là, enfin pas tout, mais une grande partie du problème est là, c'est que là, par rapport aux années précédentes, l'année dernière ils se font battre au premier tour, mais avant le premier tour, et avant qu'Yanis se blesse et tout, je pense quand même que Milwaukee faisait peur. Milwaukee disait merde, ils vont me rentrer dedans et tout, ils vont shooter de partout, si ça rentre, ils défendent bien et tout. Là, Milwaukee fait pas si peur que ça. Et c'est légitime. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des failles, des vrais là. Tu peux les exploiter pas mal. Là. Donc ça, moi je vais vraiment surveiller leur fin de saison. Qui vont avoir un très très gros calendrier d'ailleurs. Qu'est-ce que tu nous proposes d'autre? Mes amis les Raptors, vous croyez que je vous laissais de côté comme ça? Vous croyez qu'on vous voit pas? On a vu Masai Ujiri nous faire ce qu'on appelle la braderie de Lille. Ah, c'est vrai que l'autre il a... Ou l'incroyable brocante sport de Masai Ujiri avec au revoir Siakam, au revoir Anunoby, au revoir tout ce que vous voulez. On a eu des mouvements dans tous les sens de la part de nos amis les Raptors. Et tout ça, notamment développé sur le terrain pour différentes raisons. On va pouvoir surveiller très près du Grady Dick, notamment dans son utilisation avec Scottie Barnes et avec d'autres copains qui auront la possibilité de s'exprimer. Mais aussi cette situation de pic. Puisque nos amis les Raptors, je te laisserai confirmer, je crois qu'on en parlait tout à l'heure, sont dans une jolie petite bataille avec nos amis les Spurs. Quoi? Mais ils sont pas dans la même conférence. Eh bien, pour la draft, voilà comment ça se prépare. Les Raptors et les Spurs ont déjà fait du business par le passé, notamment avec Jakob Poeltl. Il y a eu du pic qui a été échangé. Protection 1-6. Protection 1-6. 7-30, Spurs. Regardez-le. Si les Raptors, regardez le sourire. Les Raptors aujourd'hui ont le 6e pire bilan de la NBA. Pile poil. Mais il y a de la bataille, on a rigolé avec Alex, il y a du monde au portillon. Il va des grands tweets en majuscules sur Scottie Barnes. Vas-y, Gary Trent. Vas-y mon Gary Trent. Pour le moment, il y a Détroit, Washington, San Antonio, Charlotte et Portland qui sont devant. Mais ils sont à la bataille avec du Memphis, Brooklyn, et ne pas négliger des petites équipes qui pourraient tanker. Si tu es les Raptors... Et les mecs vont pas se laisser faire. Hein. Si tu es les Raptors, tu es clairement sur le modèle Tampa Bay. Il y a quelques années, souvenez-vous. Ils étaient avec notamment du Van Fleet, notamment du Pascal Siakam. Et tu te disais comment on va faire, ils ont tanké, bien leur en a pris, ils ont eu un Scottie Barnes à la draft qui leur a permis d'être All-Star cette saison. Si t'es les Raptors, là, ton modèle de reconstruction, tu la connais. Il faut que tu sois à nouveau mal positionné sur la deuxième partie de saison, tanké comme un porc avec Rajakovic qui va faire « Oh là là, vas-y Wemby, fais-nous des triples-doubles avec les points rebond contre, il n'y a pas de souci », pour ensuite te ramener à la loterie. Et là, c'est la loterie qui va décider. Ouais. Parce que tu peux finir avec le 4e pire bilan c'est sûr. de la NBA. C'est la loterie qui décide. C'est une loterie, quoi. Ça porte bien son nom. Quoi. Moi, je serais devant en direct. Ça peut être très drôle comme moment.
Parce que si les Raptors finissent 7e de la loterie, les Spurs, qui comme vous le savez sont très bien positionnés cette saison, pourraient avoir 2 picks dans le top 10 de la draft. Si les Raptors font suffisamment bien le boulot, eh bien ils auront un pick qui leur permettra, on l'a vu par le passé avec Scottie Barnes notamment, de faire une très belle sélection dans une draft qui certes ne respire pas les talents générationnels, mais il y a quand même beaucoup de talents, on en reparlera. Donc Toronto, on va parler beaucoup des équipes qui vont en playoff et qui vont essayer de se battre pour des bonnes positions. Les Raptors, j'espère que vous aimez les chenilles et les Panthers, parce que Toronto va nous sortir un tanking de fin de saison là. Ah bah là, ils ont pas le choix. Et bah, il faut être bon, c'est-à-dire qu'à la fois il faut tanker, mais il faut pas non plus que tu sois nul à chier, parce qu'il faut penser que tu continues à développer l'intégration d'un Grady Dick. Faut que Emmanuel Quickley, RJ Barrett, qui sont là depuis 4 semaines, faut que ça ça joue soit avec Scottie Barnes, c'est tout. Faut que ça joue. Donc sûr. en fait, il y a suffisamment de talent pour gagner des matchs. Regarde-le, ce fan des Spurs. Ils ont du talent. Les gars, on se défonce. On lâche rien. On lâche R. Donc voilà, mes amis les Raptors, je vous surveille très fort parce qu'il y a des résultats à Toronto, je vais faire genre, ah merde, il reste 2 minutes et il y a égalité. Ils mènent. Defense. Defense. Voilà, ça fait partie des petites pépites. Alex, qu'est-ce que tu as d'autre cette fin de saison à l'Est ? Je vais surveiller l'infirmerie des Knicks. Ah bah oui. Les Knicks ont connu un magnifique mois de janvier, Voilà, mon ami. malgré quelques blessures, mais ce qui fait toujours un peu peur, et avec le rythme de la saison NBA, et là en plus, bon, il reste du temps, hein, un tiers de saison, on est au moment où on parle, on est à 2 mois des playoffs en gros, quoi, grosso modo. Mine de rien, ils ont Randle qui a raté. Randle, je regardais là, il a pas joué depuis le 27 janvier, donc ça fait déjà 3 semaines qu'il a pas joué. Ils ont eu des petits bobos, Hartenstein, petit bobo, Anunoby. Bojan Bogdanovic est arrivé avec un petit truc au mollet. Tous ces gars devraient bientôt revenir. DiVincenzo aussi. Anunoby, lui, il est blessé au coude depuis début février. Il est plutôt attendu pour la fin du mois de février, début mars. Ouais, même mi-mars, hein, ouais, franchement. Voilà, ouais. bah là, tu vois, j'ai Okay. until at least February 29. Ouais, voilà, donc... Donc c'est plutôt début mars, un bon début mars. Mitchell Robinson, lui, c'est début avril. Au mieux. Sachant qu'ils n'ont pas pris la disabled player exception en disant que sa saison n'est pas va terminée, revenir. ils espèrent qu'il puisse revenir. Donc ça te fait Anunoby, Mitchell Robinson, c'est pas anodin. C'est des joueurs importants, c'est des joueurs qui peuvent tous les deux prétendre. Bah, Anunoby est un titulaire indiscutable et Mitchell Robinson, honnêtement, il prétend. Hein. Même si Hartenstein, il fait le taf. Ouais. Sauf qu'Hartenstein, il a des petits bobos. Donc attention. Jalen Brunson aussi a eu des petits bobos. Attention. Il ne s'agirait pas que ce bon 2 tiers de saison, vraiment beau des Knicks, ils sont top 4 à l'Est, ils pratiquent un beau basketball, Jalen Brunson il est en mode superstar, genre New York c'est chez moi et tout, machin. Faudrait pas qu'on se retrouve en avril à dire ah merde, ah c'est con, il leur manque 2 titulaires et ils ont plus de banc, tu vois, genre ah bah ouais, ils ont rien pu faire contre le Magic au premier tour. Je sais pas, non mais tu vois. Bah déjà il faudra maintenir l'avantage du terrain. Ce qui est une sacrée mission parce que t'as du monde qui pousse. T'as du monde qui pousse, donc voilà, l'infirmerie des Knicks qui a bien tourné, là, les médecins, ils ont eu du taf et tout. Ouais, non, là, ça, c'est vraiment quelque chose que je vais surveiller parce que ça serait dommage là qu'on ait ce Madison Square Garden là avec ce Jalen Brunson là, cette bonne équipe là, il a mis des défenseurs autour, il a fait du bon boulot, on en a parlé, Leon Rose, on en a parlé au moment de la deadline et tout. Ça serait dommage que ce soit gâché parce que les types sont pas en santé pour jouer. Ouais. Ça serait dommage. Voilà. On a vu les Knicks l'année dernière nous faire un bel upset Randle avec était Cavs. un peu blessé en playoff d'ailleurs. Hein. Tout à fait, on a eu un bel upset des Cavs au premier tour. Ils ont quand même essayé un petit peu de pousser le hit, même si c'était une bataille de tranchées, mais on a eu un Jalen Brunson extraordinaire. Beaucoup de gens en sortie trade line, t'as raison, souhaitent que les Knicks soient à 100% au 10-12 avril, parce que si c'est le cas, dans les poils à gratter dont on parlait avec les Pacers, ça va être là genre, ouais. je me suis saoulé. Moi, c'est un des premiers trucs que j'ai tweeté en sortie deadline. Je me suis dit, En fait, c'est une série où même si t'as gagné, t'as perdu. Parce que si les mecs sont à 100%, il y a des casseurs de gueule dans tous les sens. Tu vas être trop saoulé. Il y a du talent, hein, en plus. Il y a du talent, bien sûr. C'est une bonne équipe. Hein. Mais donc, il y a des mecs qui vont t'épuiser jusqu'au bout du bout. Et leur public qui va pousser à mort et tout. Non. Ouais. Donc voilà, l'infirmerie à surveiller à New York. En parlant des Knicks, dis-moi. Je vais m'intéresser aux Français. Evan Fournier et Bilal Koulibaly font partie évidemment des franchises qui sont dans la conférence Est, dont on va pouvoir reparler sur cette fin de saison. 2 profils à surveiller de près sur un art. Déjà parce qu'Evan Fournier va essayer de jouer. Au-delà de la production NBA, n'oublions pas qu'on est sur des perspectives aussi estivales, avec des Jeux, des Olympiques et 2024. Donc on va voir ce qui se passe à Paris, mais Evan Fournier, dans quelle dynamique aussi il va se pointer
proche de l'équipe de Vavan France. qui joue un peu, c'est cool. Hein. Est-ce que Vavan peut rejouer un peu? À Détroit, t'attends pas grand-chose. Mais j'attends même pas des grandes productions. Juste que Evan trouve son rythme. 13 mois, C'est bon. sans vraiment rythme, c'est énorme. C'est maintenant que ça joue. On l'a vu là un petit peu à la face aux Lakers, il a retrouvé un petit peu de temps de jeu. Ouais, il a mis des tirs et tout, la technique est toujours là. Hein, mais, voilà. Mais donc Evan serve un petit peu ça comme s'il avait un long workout avant ce qui se passe cet été. Donc d'un côté, je vais surveiller Evan Fournier pour qu'il retrouve un petit peu de plaisir. Après que moi j'ai pu le voir, et il me parlait justement de manque de plaisir sur la scène des Knicks. Quand tu joues pas, c'est sûr, c'est horrible. Hein. Compliqué. Et puis Bilal. Parce que combien de fois on a vu dans l'histoire de l'NBA des équipes qui sont intéressantes et puis à partir de la deadline disent bon, on voit très clairement le projet, on a envie de donner les clés à certains jeunes. Il y a eu du changement de coach du côté de Washington. Les compliments n'arrêtent pas autour de Bilal sur ce qu'il est capable d'apporter. Il montre des choses vraiment intéressantes. Et en termes d'approche, tout à fait. Là, il y a eu un petit passage avec Wemby qui a dû lui faire plaisir aux Rising Stars pour se retrouver entre copains. Donc, je sais pas ce que tu en penses, mais entre Bilal et Evan, je trouve qu'il y a deux évidemment garçons dans des situations assez différentes et en termes d'enjeux, mais peut-être que Bilal va nous montrer des performances qui nous amènent à nous dire oh là là, mais une des choses que j'attends le plus, c'est la preview des 30 prix en 30 jours des Wizards. Phrase quand même extraordinaire à dire. Et puis Evan, parce que est-ce qu'il nous fait une fin de saison cracra et du coup on est là genre t'arrives en EDF à un niveau de rythme. Est-ce qu'au moins il joue des vraies minutes là dans le marasme Pistons jusqu'à la fin de saison? C'est ça. Ou pas déjà? Et effectivement, Bilal, t'as raison, sur quelle dynamique il peut arriver et tout, parce que pareil, Washington joue pas non plus tellement la gagne, hein, on va pas se raconter l'histoire. Et pour finir, évidemment, parce que c'est un joueur français dans la conférence Est, mais à moins que j'ai pas d'autres nouvelles, Kylian Hayes. C'est quoi Kylian Hayes jusqu'à cet été? Pour l'instant, Kylian Hayes, sauf moi, mais il a pas de club là. Donc à observer, 10 choses à observer dans la conférence Est. Il y a Nico Batum aussi, conférence Est, lui, a priori, il va... On va reparler des Sixers. Voilà. C'est ça. Mais Bilal Coulibaly et Evan Fournier, moi, très très fort à surveiller sur cette fin de saison. Qu'est-ce que tu as d'autre, Alex? Moi, j'ai un joueur dont je vais suivre le dernier tiers de saison, c'est Brandon Miller. Ouais! Vraiment. How do you do? J'avoue, les Hornets, voilà. Tout me fait pas plaisir aux Hornets. Brandon Miller... C'est bien, ça joue bien. Hein. Attends, il est... On l'avait un peu zappé. On avait un peu oublié... On en avait parlé quand on avait fait les profils de draft, son talent offensif. Quand on a fait la draft, on en a reparlé. Dans les mock drafts, il a toujours été très haut. Hein, on est d'accord? Les Hornets l'ont drafté très haut, d'ailleurs. Et là, depuis là, je regardais les stats. Regarde. Et puis même au-delà des stats. Les stats alors, au-delà des stats, il y a l'impact visuel, mais les stats vont avec. C'est-à-dire que... de malade. Sur les 10 derniers matchs, Brandon Miller, 35 minutes par match, 24 points quasiment, à 48% au tir, à 42% de loin, donc ça rentre. Quand tu le blesses, n'importe quoi, quand tu fais faute sur lui, 89% au lancer, 5 rebonds, un peu de passe, plus d'une interception, plus d'un contre. Pardon, donc on parle donc d'un mec en 24-4-3 avec une interception, un contre et des gros pourcentages au tir. C'est que sa première saison. Je trouve qu'il y a des vrais deux côtés du terrain. T'as raison de dire Paul George. Il nous montre là que sur les postes, son poste naturel c'est le 3, mais en fond il est un peu comme Paul George. Si tu lui demandes de défendre ou d'attaquer un peu comme un 2, il peut. Les 4, il peut un peu, il est long et tout. Donc ouais, je suis très intéressé de voir ce qu'il peut proposer lui sur cette deuxième partie de saison. J'attends pas forcément qu'il fasse gagner les Hornets. Je pense même pas que les Hornets c'est ça qu'ils attendent. En revanche, est-ce qu'il est capable d'enchaîner les perfs là comme sur les 10 derniers matchs, où en gros sur les 10 derniers matchs il est très souvent à 20 points et plus. Il y a eu 1, 2, 3 matchs à 30 points et plus. Enfin, tu vois, genre il y a des soirs il a pris 25 tirs, il en a mis plus de 50%. Non, c'est pas n'importe quel rookie ça. Hein. C'est un des gars sur les plus sur ces dernières semaines, on a pas mal parlé ensemble et c'est vrai qu'on a souvent parlé de Wemby versus Chet versus Wemby. Il est en train de se mettre sur le podium. Hein. Désolé Jaime Raquez, mais là il est sérieux, hein, Brandon Miller. Hein. Il est en train de se mettre très sérieusement sur le podium avec d'autres garçons. Même vu des gens qui étaient là qui s'enflammaient un peu, dire il va passer devant Chet et tout. Genre doucement quand même. Tout à fait. Mais... c'est vrai qu'en ce moment, à regarder... il est vraiment... Regardez le jouer, même au-delà de ça, regardez le jouer, parce qu'il y a il y a un côté rayon de soleil. Ça le fait kiffer de voir ses coéquipiers réussir.
Et son basket est propre. Son basket est Les propre. fondamentaux, ça rigole pas du tout. Ouais, exactement. C'est très smooth. Fondamentaux, ça rigole pas du tout. Ça a du bon handle. Ça pose bien les appuis. Un joli usage de tir. Il sait faire beaucoup de choses en attaque. Il sait vraiment faire beaucoup de choses. Il n'a pas trop pu jouer avec. Enfin, en tout cas, dans ce rôle-là, avec Lamelo. Parce que Lamelo a été absent quand même pas mal de temps. Donc non, franchement, la dernière ligne droite de la saison rookie là, de Brandon Miller, quand je vais avoir l'occasion, ça c'est sûr, j'aime le bouffer parce que ouais, j'aime bien le regarder jouer en fait. C'est un joueur, j'aime bien le regarder jouer. En attendant de voir qui sera à la direction officielle de nos amis les Hornets, puisque Mitch Kupchak est en train de regarder cet apéro. Salut Mitch. Ça va. Tellement de questions pour les Hornets. Quoi. Ça va Michel. Mitch Kupchak qui est donc plus à la tête des Hornets, et peut-être que Brandon Miller va dire ouais bon, vous êtes sympa et tout, hein, on est passé par Montrezl, Miles Bridges et la Team Rocket, on va peut-être se lancer sur un projet un petit peu sérieux, et donc c'est dans les mains de Brandon Miller. J'aimerais bien que Lamelo revienne fort et que les deux là ils nous... Les deux, franchement, le duo est excitant. Hein. De ouf. Autour, voilà quoi, on souffle, mais le duo il est excitant. Tu veux quelque chose d'excitant à surveiller ? Vas-y. Kevin Ollie à la tête des Nets. Pardon. Désolé, elle est gratuite. Elle est gratuite pour les fans de Brooklyn, et je vais faire mon geek. Mais oui, vous avez peut-être vu l'actualité. Jacques Vaughn. Salut viré. Jacques. Alors, viré. Hein. Salut Jacques. Il n'y a pas de changement au niveau de la hiérarchie des Nets. Jacques Vaughn a été prié d'aller se faire voir ailleurs, et donc Jacques sera très content de regarder les apéros. Nous avons Kevin Ollie, qui était donc assistant et qu'on avait vu pas mal sur le circuit NBA en tant que joueur, circuit NCAA en tant que coach, qui va avoir quelques premières minutes en tant que coach principal en NBA, un nom qui a été très souvent mentionné lorsqu'il y avait des postes qui étaient vacants. Kevin Ollie, on en a pas mal entendu parler. Les Nets, pour moi, ont la couronne absolue, au moment où on parle, de l'équipe la plus insupportable à regarder cette saison. Visuellement, vraiment de soir en soir, j'ai vécu une atrocité absolue, et je les ai vus non seulement à Paris, non seulement à Brooklyn, mais en plus sur League Pass, donc j'ai vraiment eu la totale. C'était, désolé mes fans des Nets, mais vraiment c'était horrible. Est-ce que Kevin Ollie va pouvoir insuffler quelque chose, au pluriel intéressante, autour de joueurs sur lesquels il peut compter? Pourquoi j'ai besoin de voir ça déjà? Pour voir si Kevin Ollie va passer du statut d'intérimaire à celui de coach principal, parce qu'on sait que c'est toujours comme ça que ça se passe. Et puis aussi parce qu'il y a un moment où, moi je veux bien qu'on défende Sean Marks dans tous les sens. C'est Steve Nash, puis après c'est KD, puis après c'est Kyrie, puis après c'est Jacques Vaughn, puis après c'est la pandémie, puis c'est machin. Si ça ne prend pas un virage certain et positif cet été, Alex, on va faire un apéro Sean Marks, je te préviens. Ouais, c'est clair que... Attention, ça y est, the last straw comme on dit. Mais là, c'est à Kevin Ollie de essayer de poser une base de jeu intéressante avec des joueurs qui ont envie. C'était tellement horrible de regarder parfois les joueurs se pointer sur le parquet et tu sais pas s'ils étaient là pour gagner ou prendre le chèque, quoi. Vraiment, c'est pas contre les joueurs des Nets, mais à regarder. Tu l'as vu comme moi, le match à Paris. Cohésion moins 1000. Après, là, ils ont enlevé Royce O'Neal, qui a quelques petites casseroles au niveau cohésion. Ils ont enlevé Dinwiddie, non mais tu vois, il a fait quelque chose. Ils ont enlevé Dinwiddie, ils ont ramené Schroeder, et ça c'est bien. Tu vois, je sais pas, on verra. Mais je pense que Sean Marks a encore de la crédibilité. Encore. Il a un noyau de joueurs, on voit pas trop où ça va. En fait, c'est marrant parce que j'en parlais avec Simon Smith, tu vois. Et Simon, il me disait, ils ont un noyau de joueurs pour le petit nid, pour accueillir une star. Ça, c'est sûr. Tu fous une star, son lieutenant c'est Bridges, ses soutiers c'est Nick Claxton, Cam Johnson, machin et tout, mais par contre il faut un franchise player en fait. Et est-ce que Brooklyn va être suffisamment attractif par exemple à la free agency de cet été? Est-ce qu'il y aura des franchise players disponibles? Ouais, avec tous les pics qu'ils ont récupérés de nos amis Houston, voilà. Dont on parlera dans une autre vidéo. Voilà, donc c'est ça l'idée. Bah, en tout cas, ça m'intéresse tout à fait avec ce que tu dis. Je suis complètement d'accord, et ça m'intéresse de voir Kevin Ollie qui a souvent été mentionné. Il y a des coachs parfois comme ça où on voit le nom qui arrête pas de circuler, puis on attend qu'ils aient enfin une opportunité. Ime Udoka, ça, pendant des années, c'était le nom qui circulait. Kevin Ollie, je très hâte de le voir. La moustache fine de Brooklyn, évidemment, à surveiller sur la fin de saison régulière des Nets. Qu'est-ce que tu as d'autre? J'ai un petit dernier pour la route, comme on dit. Vas-y. Parmi les choses que je vais surveiller à l'Est, j'ai cette question dans la tête. Est-ce que le Heat va nous lancer une petite dynamique positive, ou est-ce que le Heat est en mode non, les dynamiques c'est pour les autres? Est-ce que le Heat préchauffe? Nous, on n'en a rien à faire.
Nous, ce qui compte, c'est voilà, on verra bien. Oui, le play-in, pourquoi pas le play-in, lol. Le chemin, on le connaît. Nous, ce qu'on veut, c'est que Butler puisse jouer, que Adebayo soit pas blessé non plus, Tyler Hero puisse jouer, et puis on a gratté un petit Terry Rozier, on a Spoelstra. En fait, on est déjà prêt. Donc nous, est-ce que le Heat, sur ce dernier tiers, le Heat est 7ème aujourd'hui au moment où on fait cette vidéo? 7ème, juste derrière nos amis les Indiana Pacers et à la bataille avec Orlando. Oui, mais c'est pas... Depuis le début de saison, on n'a pas vu vraiment de dynamique chez le Heat. Il n'y a pas eu genre de grosses séries de défaites ou de grosses séries de victoires. Non, t'as eu des matchs très intéressants. Ouais, non, mais bien sûr, toujours. Avec des victoires, on a fait genre, ah oui, quand le Heat, ils sont... Mais voilà, c'est ça, il y a toujours les matchs comme ça, fait, ah ouais, putain, ah les gars, c'était injouable ce soir, ah, ils sont trop forts collectivement, puis le match d'après, tu fais, ah ouais, d'accord, ok. Donc ils avaient laissé Butler au frais, ils n'avaient pas envie d'attaquer, machin. C'est vrai, ça arrive avec le Heat. Donc, j'ai cette question où je me dis, le Heat vient d'aller finale de conf, finale NBA, machin, tout ça. Et là, je me dis, bon, attends, là, ils ont les Celtics qui rigolent pas. Ils ont les Cavs qui rigolent pas. Ils ont les Knicks, on va voir. Ils ont peut-être les Bucks qui peuvent machin. Mais est-ce que vraiment le Heat est à ce point-là sûr de lui pour arriver en playoff en mode, non mais en fait les gars, on va tous vous outplay tactiquement. Jimmy va être clutch. En plus, on a ramené Terry Rozier qui va nous ramener un peu de punch en sortie de banc qu'on n'avait pas l'année dernière. C'est vrai, hein? Donc non, on a peur de personne. On a notre rookie qui va pas rigoler. Enfin, on a peur de personne. On en a mais absolument rien à faire de la dynamique. Nous, on va vraiment jouer en mode load management et gestion des blessures jusqu'au bout. Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire de leur dernier tir de saison. Vous avez évidemment dans mes notes. Parce que dans l'absolu, ils peuvent enchaîner des victoires hein, s'ils veulent. Enfin, si ça veut rigoler. Le Heat peut être 10 deep. C'est-à-dire, tu as ton 5 majeur avec des gars en sortie de banc qui sont solides parce qu'on ne parle pas assez de la façon dont Duncan Robinson a fait le virage depuis la saison dernière. Duncan Robinson, moi j'adore maintenant le regarder jouer avec Bam Adebayo et dans la polyvalence de son jeu. Et Uday Smith dont tu as parlé, Kyle Martin qui est capable de sortir aussi du lot. J'ai bien utilisé le terme peu. S'il y a une équipe là qui a pris quelques coups bien chers sur la nuque au niveau infirmerie, c'est le Heat. Comme toujours. Terry Rozier s'est fait une grosse frayeur contre Boston au niveau du genou. Josh Richardson s'est disloqué l'épaule. Kevin Love, on sait qu'il peut y avoir un coup où ça chute. L'année dernière, ils n'ont pas Tyler Hero. Tyler Hero qui, contre les Bucks, se blesse. Tout à fait. Pas de quasiment tous les playoffs, quoi. Donc du coup, je te suis totalement, est-ce qu'ils sont capables de jouer? Oui, mais est-ce que mi-avril, le groupe sera au complet? Parce que s'ils sont au complet, 7, 8, 6. Est-ce qu'ils en ont quelque chose à faire de la dynamique? Moi je pense pas forcément parce que eux ont de la continuité de groupe. Je t'ai remis, t'as enlevé Lauri, mais il n'y a pas non plus un changement extraordinaire. Continuité de groupe, mais quand même, on sait que les dynamiques c'est hyper important. Eux, ils défient vraiment cette théorie, quoi. Ils sont là, ils se font non, mais qu'est-ce que tu racontes, Alex? L'année dernière, ils ont fait une saison. Avec tes dynamiques. L'année dernière, ils ont fait une saison où ils étaient clutch dans chaque match, où c'était que des matchs serrés, c'était le Miami clutch. Et en tout cas, il fallait vivre que des matchs serrés. À chaque confrontation, on a pronostiqué contre le Heat. Tout à fait. Et en même temps, avant, ils avaient fait des séries playoffs. Allez-y, on vous envoie les pronos à la gueule. Mais bon, tu sais que si tu as Jimmy, Adebayo et Hero, notamment, et Spoelstra évidemment, hein, mais en tout cas en forme au moment des playoffs, ça peut faire chier beaucoup de monde. Mais moi, je veux voir s'ils sont 8 ou 10 deep au moment où les playoffs arrivent. Mais c'est intriguant. Ah bah le 8, oui, je te confirme. Il y a quand même un finaliste NBA qui est encore en train de nous faire le coup du play-in, quoi. Mais pourquoi pas? Ils sont marrants, hein. La régulière c'est vraiment... Voilà, c'était mon petit dernier pour la route. T'en as un petit aussi toi ou pas? Eh oui, parce que c'est un petit peu la question individuelle qui tracasse beaucoup de gens, et puis parce qu'il y a eu des petites modifications et qu'on est dans une situation globale de franchise où on peut se poser des questions. Joel Embiid va-t-il rejouer d'ici la fin de la saison régulière? Embiid, on l'a vu, a été sur un début de saison de MVP historique, 36 points, 12 rebonds, 6 passes de moyenne avec un compte, le mec. Il était à 30 points à la mi-temps, il était là genre, ah ouais, bah, je sais pas, 2 et 2 font 4, quoi. Les Français aiment la baguette. Embiid ne joue pas, est blessé, s'est blessé à Golden State. Philadelphie a pris le choix médiatique, notamment en termes de RP et de communication, de dire qu'il existe encore un scénario dans lequel il revient, il rejoue, etc. Et on va avoir des updates au fur et à mesure sur la situation de Embiid. Pendant ce temps-là, ça s'est pas tourné les pouces. Buddy Hield, Kyle Lowry. Tu sais que tu as toujours les... passer des coups de fil à Los Angeles pour savoir si jamais, par un prompt hasard... Est-ce que tu souhaites être le lieutenant de Embiid, LeBron? Je le vois tellement faire ça, Daryl Morey. Tu peux être troisième option derrière Tobias Harris, si tu veux, LeBron. Il est extraordinaire. Détente. Allô, Pelinka? Ouais. Tu connais Tobias Harris, que franchement, c'est LeBron en plus jeune. Hein. Et en plus, ils sont payés le même prix. Ou presque. Pardon. Ouais, vas-y. Je ne sais pas comment ça va se passer pour Philadelphie. Ils ont là les débuts de Lowry à venir.
si toutes les planètes sont bien alignées, c'est très tricky, hein, mais si toutes les planètes sont bien alignées, tu peux avoir Tyrese Maxey backé par Kyle Lowry avec du Nicolas Batum, du Buddy Hield. Je veux dire, les mecs sont quand même allés sans Embiid et avec certains blessés à Cleveland pour mettre un terme à leur série de victoires. Non, mais ils ont eu Buddy Hield, Tyrese Maxey, c'est un bon coach pour ça. Paul Reed, tout à fait, et compagnie qui se sont ramenés, qui ont fait non mais les gars, lol les Cavs, ok. Donc on va se ramener et même si on n'a pas Embiid, on est capable de faire le taf. Donc il y a un truc hyper passionnant pour moi côté Philadelphie on se développe ce jeu en l'absence de Joel, pas trop glisser au classement, sans trop glisser au classement. Si Joel revient, comment est-ce qu'il se réintègre? Comment est-ce que tu fais pour travailler du coup avec des Buddy Hield, des Tobias Harris, des Nico Batum, des Tyrese Maxey, des Kyle Lowry, le death line-up des Sixers? C'est quoi dans le Money Time? C'est que t'as Lowry du coup qui vient avec Maxey qui est en 2. Du coup tu commences à avoir Batum. Buddy Hield sur le terrain. Ah ouais, mais du coup t'as une match-up défensive. Pour le spacing, Buddy Hield il shoot tellement bien que. Oui. Buddy Hield avec Embiid et Maxey. Je pense qu'offensivement, c'est relou. C'est redoutable, c'est relou et redoutable. Et ben ça, je sais pas si c'est un truc qu'on dit aujourd'hui en espérant que ça ait lieu d'ici la fin de saison, ou est-ce que on va se ramener fin mars et les Sixers vont faire, les gars, on a tout donné, mais on va se donner rendez-vous la saison prochaine. Mais peut-être qu'il y a pas mal d'observateurs qui l'ont dit. Hein. J'ai vu des observateurs qui étaient là, genre non, franchement, Embiid, le plus raisonnable, c'est shutdown. On fait bien attention et on commence pas à prendre des risques qui pourraient lui niquer trop sa carrière. Bah ouais, non mais je comprends, mais moi en tout cas c'est un de mes plus gros trucs parce que on est sur le prime absolu d'un joueur tellement dominant. Je veux dire, il y a 3 semaines il a mis 70 points dans un match quoi le mec, et personne n'était trop étonné, tu savais qu'il allait avoir une dinguerie qui allait tomber. Et quand tu voyais cette alliance Embiid-Nick Nurse dans les 30 previews, on s'est dit si ça marche, on attend les Sixers en playoff, on les attend là, on les attend. Et je trouve que ce choix de communication des Sixers, et donc validé par le camp Embiid, de dire tout n'est pas terminé. On va voir, c'est quelque chose que je vais observer de très très près sur cette fin de série. Est-ce que Embiid revient? Quelques petits trucs évidemment pour finir, parce qu'on a parlé de beaucoup de franchises. Juste, je t'envoie un petit peu en ping-pong, mais les Cavs, évidemment, dont on n'a pas trop parlé, qui sont sur une super dynamique. On va voir ce qu'ils sont capables de faire. Hein. C'est à observer fort sur la deuxième partie de saison. Clairement. L'équipe, et là vous m'entendrez pas si souvent le dire, mais JB Bickerstaff s'est tellement bien débrouillé en l'absence de Garland et de Mobley que limite des gens disent oh l'équipe est plus forte sans Garland ou Mobley, bon doucement. Là au complet, moi je pense que c'est vraiment une équipe ultra forte, très complémentaire, beaucoup de talent, capable de défendre, d'attaquer. Les recrutements de l'été payent. Les Niang, bien, ça commence, le nez, faut reconnaître le nez aussi de ce front office qui est là, qui nous ramène des joueurs, genre les Sam Merrill et tout, c'est des non draftés tout ça. Et Sam Merrill, c'est des non draftés ça. Hein. C'est en tout cas c'est de la recrue de bout de fin qui a commencé à prendre. Je crois qu'il a quand même malin quoi, c'est quand même très très malin. Ouais. Non, les Cavs ne rigolent pas du tout. Effectivement, tout à fait. Les Cavs, ils sont deuxième de l'Est. Les Cavs, c'est une équipe très très intéressante évidemment à surveiller. Impossible de ne pas mentionner évidemment nos amis d'Orlando qui vont essayer de se batailler pour retourner en playoff. Mais ils sont là, ils s'accrochent. Ça va moins bien, mais c'est quoi la dynamique de fin de saison du Magic? Et puis évidemment, les Bulls qui nous régalent cette saison. Est-ce qu'ils vont finir complètement n'importe comment? Est-ce que DeMar DeRozan va plonger? On t'a dit, t'es énervant avec ça. Hein. Il l'a dit, Karnisovas. On est compétitif, on veut être compétitif. C'est de la merde. Voilà. Super. Et enfin les Hawks pour finir, puisqu'on sera très content de vivre les dernières semaines de Clint Capella. Et, oh putain, j'ai cru que t'allais dire Trae Young. Pas encore. De Clint Capella et de Bogdan Bogdanovic pour commencer, et puis ensuite on verra ce que ça donnera avec des Dejounte Murray. Rendez-vous évidemment à la draft. Dites-nous vous dans la conférence Est ce que vous allez surveiller de très très près. Draft, tanking, schedule, et nous évidemment passer à la deuxième partie, la NBA. Ciao. On vous fait des bisous, à la prochaine. Ciao.